Le voyage ne s'arrête pas en gare, c'est bien plus que ça aujourd'hui. On a vendu plus de 209 millions de billets. 209 millions de billets, ça représente quoi ? En fait, ça représente tous les jours, on vend entre 7 et 8 stades de France, l'équivalent de 7 ou 8 stades de France. 15,5 millions de clients actifs, c'est une grosse partie des Français. Je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le client. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leurs équipes aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement et être plus efficaces avec de nouvelles méthodes de vente. 2 fois par mois, je reçois un expert de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et à nous laisser votre avis si vous êtes sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour lancer notre 7e saison de Vive la Vente, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julia Etex, directrice commerciale de SNCF Connect & Tech. Il serait difficile de croire que certains d'entre vous ne connaîtraient pas encore SNCF Connect, premier e-commerçant français, plateforme privilégiée des amoureux du rail qui génère des chiffres absolument prodigieux. En voici d'ailleurs quelques-uns. 1,3 milliard de visites et plus de 200 millions de billets vendus en 2023, 15,5 millions de clients actifs, 6,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une croissance impressionnante également, plus 25% de visites sur le site entre 2022 et 2023 et une croissance du volume d'affaires de 13%. Pour revenir sur de tels succès et nous expliquer les excellentes pratiques commerciales derrière de tels progrès, je suis très heureux de recevoir Julia Etex. Alors, au programme de notre épisode, je vais donc lui poser les questions suivantes. Comment est-ce que sa force de vente exploite la visibilité d'un site si omniprésent ? Quelles sont les meilleures pratiques commerciales à tirer de la construction de partenariats de haut vol avec de très grands comptes et sur des volumes impressionnants ? Et finalement, comment construire, organiser et pérenniser une équipe commerciale capable de fidéliser plus de 15 millions de clients ? Un très beau programme pour démarrer cette 7e saison de Vive la Vente. Bonjour Julien, je suis ravi de te recevoir. Comment vas-tu et comment va SNCF Connect & Tech ? Bonjour, merci de me recevoir. Je suis également ravie d'être avec toi aujourd'hui. Mais moi, je vais super bien. SNCF Connect & Tech également. On enchaîne les très belles performances et les très belles années suite à la pandémie et à la sortie de cette crise sanitaire. Et l'appétit du train n'a jamais été aussi important. Donc, aussi vorace. Donc exactement. On en profite, ça donne des succès. Tu vas nous en expliquer aussi les bonnes pratiques commerciales. Mais entamons d'abord cet épisode avec un commencement, le tien. Comment est-ce que tu es tombée dans la vente ? Je n'étais pas destinée à faire de la vente. Quand j'étais petite, je voulais être DRH. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je trouvais ce métier hyper impressionnant. J'ai fait une école de commerce. Je me suis spécialisée en marketing stratégique parce qu'à ce moment-là, faire du marketing, c'était un peu le Graal. Et assez vite, je me suis pas ennuyée, mais je sentais que pour bien comprendre ce que le client avait besoin, il fallait aller le plus proche du client. Et pour moi, c'était la partie commerciale. Et donc, j'ai commencé sur le terrain chez SFR. Et c'est là où je suis un peu tombée dedans. Et j'ai continué ma carrière vraiment animée par le client et dans le commerce. Avant de rejoindre SNCF Connect & Tech, tu restais chez Solocal un peu plus de 3 ans. Puis showroom privé pendant presque 5 ans. Qu'est-ce que tu as retiré comme enseignements commerciaux de ces expériences et dont tu as pu te servir chez SNCF Connect & Tech par la suite ? Je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le client. C'est de mettre le client au centre et de construire et de l'animer en lui apportant un maximum d'expérience, de simplicité, de tout en un. Et c'est ce qu'on met en place aujourd'hui chez SNCF Connect & Tech. Et la deuxième partie, c'est vraiment tout ça est possible avec des équipes commerciales qui sont hyper unies, qui avancent ensemble, qui sont très motivées. Et je pense que ces deux vecteurs font qu'on peut réussir aujourd'hui. On va parler un peu justement de belles histoires clients, parce qu'on a une question habituelle sur le podcast, c'est demander un peu quelle a été ta plus belle vente, mais dans ton cas, je peux aussi demander quelle a été la stratégie, le partenariat commercial, finalement la relation client qui te reste la plus particulièrement en tête. Alors, je pense que quand on fait ce métier-là depuis longtemps comme moi, toutes les ventes ont un côté un peu... je me souviens de la première, je me souviens de la plus grosse, je me souviens de celle que j'ai loupée. Il y a un côté assez excitant dans notre métier. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait.
Je peux peut-être parler de 2 expériences. La première, ça a été la sortie de crise du Covid, ce qu'on a appelé, nous, la reconquête client chez SNCF Connect sur la partie distribution. Et ça a été, en fait, comment il s'est plus rien passé, parce que, je rappelle, même si ça paraît loin maintenant, on n'avait plus le droit de voyager, on avait des interdictions de voyage à plus de 10 km, 100 km, etc. Et on est passé de ce moment-là à, faut repartir, on avait une envie de voyage, on avait envie de se retrouver, etc. Et comment on relance une aussi grosse machine très rapidement, comment on remet tout le monde au travail avec des codes qui sont complètement différents d'il y a un an. Et ça a été hyper intéressant, très constructif. Et en même temps, ça a marché parce que c'est là où on a commencé à avoir des croissances à plus de 2 chiffres. On sentait les Français hyper appétents, avoir envie de voyager, avoir envie de redécouvrir le territoire français. Et ça a été un super beau succès pour les équipes qui ont su se réengager hyper rapidement. Et après, en parlant de partenariat, alors... tous les partenariats sont assez différents parce que ce qui fait le succès d'un partenariat, c'est l'humain qu'il y a derrière et c'est comment on fait matcher 2 entreprises qui sont souvent très différentes pour faire un produit commun. Le dernier en date sur lequel on a travaillé assez longtemps, c'est avec Accor, le groupe Accor, le partenariat de comment... 2 gros acteurs du tourisme français s'associent pour mettre les mobilités durables au centre du voyage et de l'expérience d'hôtellerie et inversement. Et c'est comment on arrive à se retrouver quand on a des audiences extrêmement importantes, quand on a 2 marques très fortes pour permettre de continuer nos activités et les proposer simultanément à nos clients respectifs. Je creuse un petit peu peut-être précocement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose où les Français donc, avaient envie de redécouvrir le territoire français juste après la crise sanitaire ? Est-ce qu'il y a une peur que finalement ce chauvinisme, on va dire, spontané après la crise sanitaire s'estompe un tout petit peu et que maintenant les gens partent peut-être plus à l'étranger, prennent peut-être plus l'avion ? Ou est-ce que c'est constant, on le voit avec la croissance et le nombre de visites l'année dernière ? Ou est-ce que quand même on reste toujours très curieux dans l'Hexagone de découvrir justement tout le reste du territoire par la voie du rail ? C'est une bonne question et effectivement, il faut être vigilant parce qu'il ne faut pas se reposer sur nos acquis et il ne faut pas se dire ça va être tout le temps comme ça et on a des habitudes qui peuvent évoluer très rapidement dans nos marchés. Après, je pense qu'on a redécouvert la destination française à la sortie du Covid et d'une autre façon et c'est là-dessus où nous, on s'appuie aujourd'hui. L'idée, c'est pas de dire aux Français allez passer vos vacances dans le sud de la France. Oui, on le dit parce que ça fait partie des destinations, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Il y a comment on redécouvre des destinations, pas oubliées, mais des destinations d'une manière différente. Sous-estimé et c'est là où aussi nous dans mes équipes, moi j'ai des personnes qui sont dédiées à animer ces destinations-là pour donner l'envie de voyager et déclencher des nouveaux actes d'achat. Je vois d'ailleurs une campagne en ce moment SNCF Connect & Tech dans le métro. Exactement. Et qui concerne parfois des destinations qui encouragent aussi au voyage et qui montrent aussi finalement la polyvalence de l'offre que vous avez. Tu en parlais notamment avec Accor et ça amène ma deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de variété des partenariats que tu peux construire et avoir chez SNCF Connect & Tech, parce que peut-être que si tu as Accor, tu vas pas avoir un autre groupe hôtelier, ou est-ce que vous allez proposer beaucoup de partenaires pour offrir les mêmes choses finalement ? Aujourd'hui, on travaille pas en disant on prend un partenariat dans chaque verticale, mais plutôt on adapte le partenariat aux besoins de nos clients. Okay. Et on s'interdit rien et on s'arrête à rien aujourd'hui. Après, il faut qu'il y ait une cohérence. L'idée, c'est pas de multiplier les partenariats, il faut que le client s'y retrouve et trouve son intérêt là-dedans. Oui, qu'il se perde pas non plus. Très clair. J'ai cité quelques chiffres dans mon introduction pour résumer vos succès commerciaux. Est-ce que tu en as d'autres, par exemple vos parts de marché, l'augmentation du panier moyen B2B ou B2C, la conversion, le revenu annuel récurrent ? Tu as cité les plus gros. Après, ce qui, je pense, qui est aussi intéressant, c'est de savoir faire parler ces chiffres. Quand on dit qu'on a vendu plus de 209 millions de billets, 209 millions de billets, ça représente quoi ? En fait, ça représente tous les jours, on vend entre 7 et 8 stades de France, l'équivalent de 7 ou 8 stades de France. 15,5 millions de clients actifs, c'est une grosse partie des Français. Donc effectivement, on regarde ces chiffres-là. Après, t'en donner d'autres. Aujourd'hui, les parts de marché, ce que je peux te dire, c'est qu'on a une croissance de l'usage du digital dans les mobilités qui est extrêmement importante. Et c'est c'est aussi notre raison d'être d'innover pour les rendre accessibles. Donc, on voit que nos parts de marché digital augmentent.
L'usage de l'application augmente aussi, l'usage de l'urbain, c'est-à-dire qu'on regarde aussi l'utilisation de notre nouveau service et pas uniquement de la vente, parce qu'on a aussi tout ce qui est information client, et c'est des usages qui se développent avec à plus de 40-50% tous les ans. Bien sûr. Je réfléchissais d'ailleurs avant ce podcast en venant au studio à ce qui pouvait représenter une concurrence pour vous, et je me demandais, est-ce que ça va être d'autres sites? On en avait parlé en préparation d'entretien sans citer de nom. Est-ce que ça va être le statu quo aussi, les gens qui continuent peut-être à acheter leurs billets en gare et pas via le site ou via les bornes, on en avait aussi parlé. C'est quoi la plus grosse forme de concurrence pour vous aujourd'hui? Alors, c'est ce qui est, je trouve, hyper intéressant dans notre secteur, c'est qu'elle est de plusieurs formes. Il y a la concurrence de la distribution, il y a d'autres sites de distribution digitale. On n'a pas tous les mêmes services, mais on a tous les mêmes produits, c'est-à-dire que si on distribue, par exemple, le transporteur TGV Inouï, eh ben, on a tous le même, si je fais l'équivalent avec le retail, les magasins, on a tous le même stock, au même prix. Il n'y a pas des prix différents, etc. Donc on est une agence de voyage comme les autres. Donc on a cette concurrence d'agences de voyage avec les mêmes règles que les autres. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Et on a aussi une concurrence de... pas forcément du physique, parce que il y aura toujours des personnes qui achèteront leurs billets en gare, il y aura toujours des personnes qui paieront en liquide, etc. Et donc ceux-là, on va pas, ils existeront, et c'est important aussi, et c'est ce qui fait que l'environnement fonctionne aussi. Et après, on a le concurrent, c'est les mobilités carbonées. Par exemple, ça peut être la voiture, ça peut être l'avion. Alors l'avion est un peu moins en France aujourd'hui parce qu'il y a des nouvelles règles qui les courtes fait distances, ça n'existe plus. Exactement, mais la voiture est notre plus gros concurrent. Ok. On a parlé de quelques chiffres, ils sont impressionnants, que ce soit en termes de clients, de chiffre d'affaires. Vous avez un business model assez particulier, on commençait avec mes questions pour creuser un petit peu à le comprendre. Et j'avais envie qu'on l'analyse encore plus, qu'on en fasse vraiment la synthèse tous les deux avant d'entamer complètement notre épisode et de parler de tes meilleures pratiques commerciales. Donc je voulais revenir sur ce que vous vendez. Quelle est votre proposition de valeur? Je me suis reposé sur la phrase suivante, et d'ailleurs tu as commencé à la citer tout à l'heure. Votre mission, c'est de faire en sorte que le voyage commence sur SNCF Connect, mais qu'il ne s'arrête pas en gare. Qu'en penses-tu? Nous, notre raison d'être, je te le disais, c'est de rendre les mobilités, c'est innover, parce qu'on a deux activités, c'est innover pour rendre les mobilités durables, accessibles à tous. Le voyage ne s'arrête pas en gare, c'est bien plus que ça aujourd'hui, donc on travaille sur la mobilité, mais avant on travaille sur comment on donne envie de voyager, et ça c'est toute une partie du travail de mes équipes. Après c'est comment on vend ces mobilités durables, et après comment on continue en fait le voyage avec de l'hôtellerie, de la location de voitures, du taxi VTC, etc. Donc on est vraiment là-dessus. Et par contre, effectivement, on a un business model qui est particulier dans la vente. Ce n'est pas nous qui fixons le prix de nos produits. On n'a pas le droit de les baisser. Par exemple, j'ai pas le droit de toucher un prix des produits. Le prix que vous trouvez, c'est le même de partout. C'est ce que tu disais. Et les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et tout ça est hyper réglementé. Et donc, la capacité qui fait qu'on peut en vendre plus qu'un autre, c'est essentiellement dû, lié aux équipes et à leur capacité de bien mettre en avant leurs produits, de bien les vendre, d'avoir les bons parcours, de proposer la bonne offre, avec des bons ciblages de clients, etc. Il n'y a pas des distributeurs qui prennent une plus grosse commission sur Internet que vous? Après, ils peuvent jouer là-dessus. Alors, ils prennent pas forcément une plus grosse commission, parce que la commission, elle est la même pour tout le monde. Mais ils peuvent, par exemple, prendre des frais de dossier, des frais de service. Ce qu'on fait pas, nous, chez SNCF Connect. Est-ce que tu peux en profiter pour nous expliquer, j'aime bien la nuance, pourquoi est-ce qu'on dit SNCF Connect Tech et pas seulement SNCF Connect? Je crois que si moi je vais sur le site en tant que particulier, là je vais sur l'application, il y aura écrit SNCF Connect. Mais par exemple, si on voit les publicités dans le métro ou si on va sur ton LinkedIn, on voit SNCF Connect Tech. Si tu peux juste nous expliquer un petit peu cette nuance. Oui. C'est pas une lubie de notre direction de la communication. Oui. Il y a une vraie explication à tout ça. En fait, SNCF Connect Tech, on a deux métiers. On a deux pieds, pour faire simple. On a un pied qui est la partie plus tech, donc c'est le tech de SNCF Connect Tech, qui est l'activité où on développe, on maintient des solutions technologiques pour les acteurs de la mobilité. Par exemple, c'est des équipes qui vont développer l'outil de contrôle pour les contrôleurs à bord des TGV.
Ça peut être une de leurs activités. Et après, on a une activité de distribution, d'e-commerce, c'est SNCF Connect, et c'est celle qui est plutôt connue du B2C, qui est un site marchand pour distribuer les mobilités. Donc si on parle de la régie publicitaire, par exemple, du site SNCF Connect, elle va s'insérer plutôt dans SNCF Connect que dans SNCF. Exactement. Rentrons dans le vif du sujet. Je pense qu'on a un petit peu compris justement toutes les nuances, les tenants, les aboutissants de cette proposition de valeur assez particulière et unique en France. Donc rentrons dans le cœur de ta machine de vente. Lorsque tu es arrivé chez SNCF Connect, il y a presque 5 ans, en 2019, tu en parlais d'ailleurs, tu es arrivé juste avant la crise sanitaire, l'équipe commerciale était composée de 20 personnes. Vous êtes aujourd'hui 70. Comment est-ce que les choses ont évolué au gré du temps, là, au gré de ces 5 années où vous avez recruté 10 personnes par an? En fait, on s'est structuré. Moi, quand je suis arrivée, on avait une structure classique avec une direction des ventes. On n'appelait pas une direction commerciale, c'était une direction des ventes. Le premier constat qu'on a fait, c'était de se dire, elle est là pour porter le business, mais si on veut se développer, aller plus loin, il va falloir qu'on fonctionne différemment. Et donc, on a structuré la direction commerciale avec une direction des ventes qui a pour objectif d'aller chercher et d'échanger avec les transporteurs, avec les produits qu'on vend et qu'on propose à nos clients. Après, on a structuré une direction des ventes internationales parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des marchés français et des marchés internationaux et des transporteurs internationaux et c'est pas les mêmes demandes et c'est pas les mêmes façons de fonctionner. Donc, on a scindé les équipes et donc forcément, on a recruté des profils aussi internationaux. Et puis après, on s'est dit, si on veut aller encore plus loin, faire de la croissance, accompagner ces nouveaux usages du tourisme, on va créer une direction de l'animation commerciale et des partenariats touristes très forte pour pouvoir proposer des campagnes, des opérations commerciales adaptées, très personnalisées pour aller chercher vraiment de la vente additionnelle. Et puis à un moment donné, on est sur un site, tu l'as dit, qui est très puissant, avec énormément de visites. On a 1,3 milliard de visites par an, donc c'est énorme. On a tout un tas de mobilités. On a des usages où on a des clients qui viennent regarder des horaires de train. Il y en a qui viennent acheter, il y en a qui viennent consulter les prochains passages en gare, etc. Là où le train va s'arrêter, à quel niveau sur le quai il faut que je me mette pour pouvoir monter dans mon train plus facilement. Donc on a plein d'usages. Et l'idée, ça a été de créer un peu un cercle vertueux avec tout ça, toujours dans cette logique d'innover. Et donc, on a créé une régie publicitaire qui est là aussi pour monétiser les assets de SNCF Connect, générer du chiffre qui nous permet derrière d'investir dans l'innovation. Donc, on a vraiment créé ce cercle. Et c'est pour ça aussi qu'on a recruté pas énormément, mais en se structurant, on a recruté des bons profils, etc., des experts métiers, et c'est comme ça que la direction a grandi aussi. Aller dans chacun de ces pôles et finalement s'adapter à la fois à l'ère digitale dans laquelle vous vous trouvez, dont vous profitez aussi, et puis aussi bien sûr à votre clientèle et à vos futurs clients, parce que les partenariats existent d'autant plus depuis quelques années. On a parlé un peu de la crise sanitaire. En 2 ans, là, plutôt en termes d'inflation et de la hausse des prix, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans vos méthodes de vente, si ça a changé quelque chose aussi, par exemple, dans la demande? Alors, en fait, nous, on a de la chance, on est un secteur qui n'est pas encore beaucoup touché par l'inflation, on a encore une demande qui est assez importante. Après, effectivement, les foyers français peuvent être touchés par l'inflation et c'est important. Nous, on ne fixe pas le prix de nos produits, c'est ce que je te disais. Néanmoins, on trouve des astuces qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent continuer de voyager et continuer partir en vacances, partir en week-end, aller voir leurs proches, etc. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'alerte petit prix, où tu peux fixer un prix maximum, une destination, et quand tu as un prix qui arrive avec ce prix maximum, un billet, tu peux l'acheter, ça t'envoie une alerte et tu vas acheter ton billet. On travaille aussi beaucoup sur l'anticipation, parce que plus on achète tôt, moins les prix sont élevés, et sur toute la mise à disposition des cartes commerciales qui peuvent te permettre de voyager avec des tarifs soit maximum plafond ou des remises à 30%, etc. Et donc ça, on accompagne nos clients avec un maximum d'astuces, j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent adapter ses voyages à son budget. Tirer le maximum de votre stratégie de pricing à leur tour. Là, on a parlé un peu de recrutement, on a compris que vous étiez scindés dans plein d'équipes différentes. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette organisation? Comment est-ce que vous êtes organisé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 4 directions.
la direction de la régie, la direction de l'animation commerciale, la direction des ventes internationales et la direction des ventes France. Avec 4 directeurs qui ont des managers et des commerciaux, des account managers, des business développeurs, des key account managers. En fait, ils ont des profils assez différents en fonction de leurs besoins et des expertises nécessaires pour leur métier. Une question qui me vient, c'est quoi l'âge moyen justement de tes équipes et des commerciaux chez SNCF Connect ? La seniorité de tous. Est-ce qu'il y a une expérience première en général avant ? Ça dépend. En fait, on a des expériences à 5-6 ans. Les directeurs sont plutôt sur des plus 10 ans d'expérience. Et après, moi, j'attache beaucoup d'importance à recruter les alternants ou les stagiaires parce que je trouve hyper intéressant de les former et de continuer à leur apporter l'expertise et l'expérience. Donc, on a toujours des jeunes diplômés avec nous. Parce que vous les avez pérennisés. Oui, et puis parce que c'est important, puis ça challenge aussi l'équipe en grand. C'est d'autres méthodes, ils viennent avec un nouveau regard, etc. La fraîcheur et ça tire la moyenne d'âge vers le bas. Oui, je pense que je suis une des plus vieilles de mes équipes. J'ai rien dit. Est-ce qu'il y a une culture commerciale distincte chez vous ? Je sais pas s'il y a une culture. Moi, je pense que la culture, elle se fait parce que c'est des équipes qui travaillent ensemble et qui créent leur propre culture. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un collectif très fort à la direction commerciale. Ils travaillent ensemble. Ils n'ont pas le culte de la réussite personnelle. Ils travaillent beaucoup pour une réussite collective. Et c'est assez rare de voir ça dans des équipes commerciales. Ils réussissent ensemble et s'il y en a un qui échoue, ils vont le porter pour réussir. Et je trouve ça assez étonnant dans leur façon de travailler. Donc l'union fait la force. Je reprends quelque chose que tu me disais lors de notre appel de préparation pour cet épisode. Votre enjeu, c'est d'activer le business quand il fait moins beau, quand il y a les JO. C'est quelque chose que je cite. Comment est-ce que vous pouvez contribuer à améliorer le taux d'occupation de tous les trains qui sont proposés sur SNCF Connect ? On parlait de l'outil d'alerte de prix tout à l'heure. Est-ce que ça va peut-être en disant il reste peu de place dans ce train, du coup ça encourage les gens peut-être à prendre ce train. Il y a aussi l'outil où on peut voir quel est le prix le moins cher en cliquant directement quand on recherche un train. Comment est-ce que vous faites ? Est-ce que ça, c'est déjà des réponses ? En fait, il y a plein pas d'astuces, mais de méthodes qu'on met en place. La première, on a effectivement des fonctionnalités qui nous permettent d'optimiser le taux d'occupation d'un train et donc d'optimiser les volumes de places vendues. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'alerte RESA, c'est-à-dire que quand le train, on ouvre la vente, si vous avez posé une alerte RESA, vous allez tout de suite être prévenu et donc vous allez pouvoir acheter votre train. Et donc ça se fait de façon automatique. Donc on a une partie du train qui est vendue comme ça. Après, on a tout ce qui est nos saisonnalités, l'ouverture des ventes, où là, on informe de façon assez massive nos clients que ça y est, on peut acheter des billets pour l'été, ça y est, on peut acheter des billets pour Noël, etc. Et là, ça nous permet en fait de travailler une forte anticipation et de prévoir l'occupation et d'actionner après un peu la dernière minute, ce qu'on appelle le fine-tuning, mais c'est le terme un peu anglais, mais d'arriver à optimiser les taux d'occupation derrière. Puis on a des fonctionnalités de train complet. Aujourd'hui, par exemple, si le train est complet, je peux m'inscrire sur l'alerte train complet et au moment où une place va se libérer, je vais pouvoir l'acheter. Ce qui évite de partir avec des trains qui circulent avec des places vides alors qu'il y a des clients qui attendent pour voyager. Pour démystifier quelques trucs juste pour les particuliers qui nous écoutent et qui prennent beaucoup le train, donc je pense absolument tous nos auditeurs, est-ce que quand il y a écrit il reste 5 places restantes, il reste vraiment 5 places restantes ? Oui. Et est-ce que parfois le train peut être moins cher à 24 heures avant de le prendre parce qu'il va rester des places ou c'est finalement assez rare ? Alors ça, moi je ne saurais pas, comme c'est pas nous, c'est les transporteurs et c'est pas du tout notre métier, c'est pas notre activité et c'est très séparé réglementé aussi, et réglementé. C'est pas, je pourrais pas dire et je sais pas. En fait, il faudrait interroger les transporteurs là-dessus. J'aurais essayé de partager les questions de l'audience. Mais j'aimerais moi aussi avoir ces astuces-là pour voyager. Pour générer du chiffre d'affaires et offrir à vos utilisateurs l'expérience de voyage la plus complète possible, vous développez des partenariats donc B2B importants, c'est bien normal, j'ai envie de dire aussi prestigieux. On a parlé tout à l'heure de Accor, mais je pense aussi à Web, à Uber, à Allianz. Est-ce que tu as d'autres exemples ?
Alors, tu as cité les plus gros qu'on a, donc effectivement, Accor sur la partie hôtel. Airweb, c'est peut-être pas, parce que c'est pas un nom commercial, donc on le connaît pas forcément. Airweb, c'est notre partenaire qui nous permet de mettre à disposition les mobilités urbaines, c'est-à-dire au centre des villes, par exemple, d'acheter ton ticket de bus quand tu arrives à Menton. D'acheter quand tu vas au Mans, de continuer ton voyage. C'est d'actualité ce week-end. Ouais, avec la course. Avec la course, tu peux acheter ton ticket de bus pour aller jusqu'au bout, une fois que tu es arrivé à la gare. Après, on continue tout le temps à travailler sur des nouvelles idées de partenariat. Ils aboutissent pas tous. Je peux te parler de celui qu'on a avec Atout France, qui nous permet en fait d'avoir un partenariat qui a pour objectif de mettre en avant le territoire français, la montagne, les villes pour faire des city breaks, donc partir en week-end dans une ville spécifique, etc. Et de mettre en avant ces différentes destinations. Donc c'est des partenariats annuels croisés qui mobilisent pas mal d'acteurs à chaque fois. Comment est-ce que vous choisissez les partenaires ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent à vous ? Est-ce que c'est beaucoup plus vous qui allez à eux ? Il y a un peu des deux. Il y a le monde du tourisme en France, il y a les gros acteurs, donc on se connaît forcément parce qu'on se croise beaucoup et voilà. Mais après, on a des plus petits acteurs qui viennent à nous et on n'est pas du tout snob, bien au contraire. On regarde tout et on prend l'angle du client. Est-ce que ça apporte un plus à nos clients, une nouvelle expérience ? Et si c'est le cas, on creuse. Après, il faut avoir une taille quand même un peu structurante parce que avec nos 15 millions de clients et nos milliards de visites, il faut que ça donne l'air parce qu'il ne faut pas que ça soit déceptif pour nos clients. Évidemment, il faut qu'il y ait quand même un certain alignement dans le volume. Exactement. Quelles sont les bonnes pratiques à tirer du développement de partenariats grands comptes ? Quand tu regardes un petit peu en arrière, qu'est-ce qui a finalement fait la clé ? Tout à l'heure, on parlait de l'humain, on parlait de mettre le client en premier lieu. C'est toujours cette relation qui va finir par primer. Est-ce qu'il y a d'autres principes à respecter lorsqu'on fait des partenariats grands comptes ? Il faut être aligné avec la marque avec laquelle on s'associe. Je pense que c'est important. Il faut croire aux produits qu'on vend. On ne fait pas des partenariats pour faire des partenariats. Et je pense que c'est ça. Il faut se rejoindre sur les valeurs et proposer une offre qui est pertinente des deux côtés. Comme je le disais en introduction, vous êtes l'un des sites les plus visités de France et ça fait bien sûr partie de votre stratégie de développer une régie publicitaire, on l'a évoqué un tout petit peu, afin de permettre à des annonceurs de profiter de l'énorme visibilité que vous avez. Tu me l'as très bien résumé d'ailleurs puisque tu m'avais dit, si je me souviens bien, on veut avoir le meilleur ROI possible sur chaque pixel de notre site. J'avais bien aimé cette expression. Encore une fois, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entreprises qui ont fait des publicités ou qui profitent justement de SNCF Connect pour faire parler d'elles ? Oui, alors on va avoir le classique de l'office de tourisme, les musées, etc. Parce que effectivement, quand on arrive à destination, de proposer ce qu'on peut faire une fois qu'on arrive dans une ville ou dans une région, c'est assez pertinent. Après, on a des partenariats qui peuvent être assez différents, comme on travaille beaucoup avec Disney, notamment la chaîne Disney+, pour mettre en avant leurs sorties de films, etc. Parce que ça donne des idées au voyage. On peut avoir des partenariats qui sont plus liés aux acteurs professionnels parce qu'on a aussi une cible pro extrêmement importante sur notre site parce que les professionnels voyagent en train et c'est génial. Et donc, on sait, nous, par rapport à leur comportement de voyage, si c'est des pros ou des voyages loisirs. On peut avoir des deals avec des Deezer, avec des bergamotes pour la fête des mères, la fête des grands-mères, etc. C'est assez varié. Après, il faut quand même qu'il y ait encore un alignement. Un lien avec ou la marque, ou le voyage. On ne verrait pas une pub pour une voiture sur notre site. Comment est-ce que ces opportunités, elles sont générées ? Je parlais tout à l'heure de entrant-sortant, donc là je vais dire un anglicisme, le premier peut-être de notre épisode inbound, outbound. Comment est-ce que vous les générez ces opportunités-là ? Il y a un peu des deux parce qu'on n'est pas encore très connu sur le marché des régies parce que ça fait que quelques années et on se structure, etc. Ça reste un objectif et une stratégie qu'on est en train de mettre en place qui est assez actuelle. Donc on a une partie où on va voir les agences médias, on va voir les partenaires, etc. pour leur parler de notre offre. Et après on a de l'entrant classique parce que on est une marque extrêmement connue. Et donc le plus compliqué c'est de rentrer en contact avec la bonne personne chez nous.
Ouais. J'ai envie de dire que c'est ça le plus dur pour nous trouver. C'est quoi la durée moyenne de visite sur votre site? C'est une question qui me vient, je sais pas si c'est un chiffre que tu as. Parce que souvent, quand on a envie de faire de la publicité ou justement de se placer sur un site, on a envie de savoir si la personne va durer longtemps et va voir la publicité. Mais j'aurais imaginé que lorsqu'on va sur SNCF Connect, c'est pas pour y passer 1 heure comme on peut passer 1 heure sur Disney+, dont on parlait justement. Alors oui, on n'est pas un site média, donc on vient pas lire des articles de presse, etc. Mais après, on a un parcours où on recherche des destinations, on peut lire des informations sur les destinations, ce qu'on peut y faire, etc. Comparer les prix. Donc on a des durées de visite qui sont quand même pas importantes comme sur un site de presse, etc. Mais qui restent assez intéressantes. Qui sont quand même intéressantes à mettre en avant. Encore une fois, quelles sont les bonnes pratiques commerciales qu'on peut retirer aujourd'hui de la proposition de valeur de régie publicitaire, de nouer des partenariats qui sont peut-être un peu plus parfois spontanés et court-termistes que les partenariats commerciaux plus grands comptes qu'on évoquait tout à l'heure? Ce qu'on en retire, c'est on choisit chaque partenaire qui sera diffusé sur notre site. Donc, c'est effectivement d'apporter de l'expérience à nos clients, de leur apporter un service avec une offre qui peut être intéressante, de leur faire connaître des produits. C'est ciblé, donc normalement, vous devez voir... le client, il doit voir ce qui l'intéresse et ce qui est affine à son profil. Donc, on en retire... ça va pas se mêler à nos parcours de vente, c'est quand même assez scindé. Et le fait d'avoir les deux, c'est-à-dire d'avoir et la direction des ventes et la régie au sein de la même direction commerciale, c'est un atout parce qu'on est toujours vigilant sur l'équilibre pour pas perturber le parcours client et d'un autre côté quand même générer de la valeur parce que les marques, elles ont envie de s'associer à des acteurs comme les nôtres. Bien sûr. Je voulais revenir sur une anecdote que tu m'as racontée pendant la préparation de cet épisode. C'est pas tes équipes qui sont en charge de la relation client, qui doit être assez forte chez SNCF. Il y a un SAV qui est important puisque vous avez un nombre de clients qui est très très important. Mais par contre, ça t'arrive quand même de faire du SAV toi-même. C'est ce que tu m'avais dit, de recevoir par exemple des messages sur LinkedIn. Alors oui, donc parce que je pense que quand je sais pas si c'est très lié, c'est très français ou pas, mais quand il y a quelque chose qui va pas, on a tendance à se dire que si on contacte un des chefs, ça ira plus vite. Donc effectivement, parfois on reçoit des messages sur LinkedIn, on reçoit directement des mails, je réponds. Alors, il suffit que je dise ça pour qu'on trouve une personne qui va dire « Bah non, vous m'avez pas répondu ». Je réponds normalement à tout le monde en essayant de trouver des solutions, etc. Ça, c'est une partie parce que je trouve que c'est important. La personne nous a contactés, a pris du temps, donc je donne de mon temps pour le faire et ça fait partie de mon job. Après, on a ce que moi, j'aime beaucoup et ce que font beaucoup les équipes et ça fait partie de l'ADN de notre groupe aussi. On va sur le terrain. On a des équipes qui vont en gare, qui vont expliquer les produits, qui vont montrer ce qu'on fait. Par exemple, on peut acheter son pass Navigo et le recharger grâce à SNCF Connect quand on habite en région Île-de-France. En fait, des équipes sont souvent en gare ou dans les métros pour montrer comment ça se passe, comment on fait, etc. Apporter du service au client. Et c'est hyper riche parce qu'ils reviennent avec des idées, des retours du feedback. Des retours, des feedbacks, et c'est super intéressant. Et après, il y a autre chose qu'on fait, c'est la partie relation client. On se connecte régulièrement à l'outil pour répondre aussi à des clients qui appellent la relation client, qui envoient un mail, qui envoient un WhatsApp, parce que ça nous permet aussi de sentir ce qui se passe et d'avoir des idées où on se dit tiens, là ils disent qu'ils n'arrivent pas à acheter, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, on a peut-être mal proposé le produit, est-ce qu'on a fait différent. Donc le retour client est extrêmement clé. Tu as parlé de WhatsApp, c'est un des canaux que vous utilisez ou pas? Oui. Ah oui, donc vous utilisez quand même beaucoup de canaux différents. Oui. Est-ce que vous utilisez LinkedIn pour la prospection lorsque vous essayez de contacter le bon interlocuteur? On disait que oui, les business développeurs l'utilisent parce que ça reste un réseau classique pour contacter du B2B. J'ai couvert beaucoup de questions en une, mais on n'oublie pas que si jamais on a un problème, on peut complètement te contacter. Terminons cette seconde partie de notre podcast en parlant, comme d'habitude, de recrutement. Quels sont tes meilleurs conseils en la matière? Qu'est-ce que tu regardes en premier lors d'un entretien? Qu'est-ce qui fait un bon commercial selon toi? Alors moi j'arrive à la dernière phase du recrutement aujourd'hui, c'est-à-dire que mes équipes font passer les entretiens, etc. Par contre, je rencontre chaque personne qui intègre la direction commerciale. Ça c'est clé pour moi. T'es sur le fit final finalement. Moi je suis sur le fit final et ce qui m'intéresse, c'est pas tant les expertises et les expériences parce que... Je veux dire, si mes équipes me disent que ça peut être la bonne personne, ils l'ont validé. Ce qui m'importe et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir ce qu'on va pouvoir apporter
à cette personne et ce que cette personne va pouvoir nous apporter. Ça, c'est le premier point, parce qu'un recrutement, ça marche dans les deux sens. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça va fitter avec l'ensemble de l'équipe. Donc là, sur les soft skills. Exactement. Et l'idée, c'est pas d'avoir que des personnes pareilles, mais c'est d'avoir un bon équilibre pour que, justement, ce collectif prenne. Et c'est extrêmement important. Et après, moi, j'ai tendance à dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et il ne faut pas y aller. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en banque, on dit beaucoup ça aussi, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais justement, il faut savoir garantir cette complémentarité pour l'union dont on parlait tout à l'heure, qui fait aussi votre force. J'avais envie de mettre en avant Up2 brièvement, puisqu'on a un point commun avec SNCF Connect and Tech, être certifié par Great Place to Work. Qu'est-ce que vous mettez en place pour assurer le bien-être de vos collaborateurs, et notamment pour pérenniser vos équipes commerciales, quand on sait que ça peut être une population un peu plus sujet au changement d'entreprise, alors que j'ai l'impression, si j'en ai cru les statistiques que j'ai lues en me renseignant sur SNCF Connect and Tech, que vous, votre turnover, il est plutôt bien assuré. Ouais. Et puis, alors, sur la partie direction commerciale, on a un turnover assez classique. On a des équipes qui sont assez jeunes, donc à un moment donné, elles ont envie de développer leur expérience ailleurs et on les accompagne là-dessus. Moi, je trouve ça hyper sain et souvent on en parle ensemble et voilà. Donc ça fait aussi partie, moi je trouve, de nos métiers en tant que directeur commercial, de porter nos équipes et qu'elles puissent aller voir d'autres métiers, d'autres secteurs, etc. et de les accompagner là-dedans. C'est quelque chose que j'apprécie faire et je reste souvent en contact avec mes équipes pour regarder puis ce qu'elles vont, ce qu'elles deviennent, rééchanger derrière. Et ce qu'on fait... Ils ont du télétravail. Alors, moi, j'ai des équipes qui font peu de télétravail parce qu'ils aiment bien venir au bureau, ils aiment bien être ensemble, parce que je pense qu'ils viennent puiser de l'énergie et s'auto-alimenter. On a des programmes pour faire du sport, on a pas mal d'activités, on a des possibilités de se faire accompagner quand ils se sentent un peu moins bien ou quand ils ont des sujets personnels, etc. Partenaire pour la santé mentale aussi. Exactement, on est hyper à l'écoute. T'as les noms des partenaires pour la santé mentale? On travaille avec Mocaker. Ah oui, je vois très bien. Ouais. Ouais. Donc, ils ont plein de choses et puis après, on est aussi à leur écoute et on a une proximité. Et le partenaire sportif, Gymlib, peut-être? Alors, je ne saurais pas dire, je crois que c'est des indépendants, ils peuvent faire des cours de yoga, ou de Zumba. Oui, voilà, ils font plein de choses. Abordons maintenant le temps numéro 3 et la dernière partie de notre podcast. J'avais envie de revenir sur les outils. On a parlé un peu de LinkedIn tout à l'heure, de mail évidemment, de prospection par téléphone. Quels sont les autres outils qui sont indispensables chez SNCF Connect and Tech pour les commerciaux? Est-ce que par exemple vous utilisez un CRM en particulier, j'imagine, des outils d'automatisation, peut-être des outils de nurturing ou des outils pour connaître les numéros de téléphone ou les adresses email de vos clients? Sur la partie régie, ils sont équipés, donc ils ont LinkedIn, ils ont Salesforce, ils ont des outils on va dire d'annuaires professionnels qui sont mis à jour. Zoom Info par exemple. Oui, voilà. Alors l'ancien, le FAC, il a changé de nom, mais donc ils ont des outils assez classiques. Après, ils ont surtout leur carnet d'adresses et leurs contacts. Je pense que c'est le principal outil. Et sur la partie plutôt vente, animation commerciale, ils ont des outils de synchronisation assez importants qui sont assez personnalisés chez nous. Parce qu'en fait, quand on a on a une offre qui est assez complète et assez consistante, on a des clients qui sont très différents. Et donc, à un moment donné, il faut faire jongler tout ça ensemble pour que ça soit hyper... pas perdre des slots de vente, etc. Donc, ils ont ces outils qu'ils arrivent à personnaliser. Et après, notre principal outil, nous, c'est tout ce qui est data, en fait. C'est toute la connaissance de nos clients, la connaissance data. Et on a une direction dédiée à ça chez SNCF Connect and Tech qui vient nous alimenter. Et eux, ils travaillent sur des outils de BI CRM, ClickView, etc. Pour rebondir sur la data, est-ce que c'est une équipe qu'on pourrait qualifier de sales ops, de support, ou ça ne tombe pas tellement dans cette définition? Non, c'est vraiment... on a une chance hyper... moi, je trouve que c'est très chouette, c'est qu'on a une direction dédiée sur la data performance, avec des performances clients, des performances business, et c'est pas des équipes support, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment ensemble pour comprendre ce qui se passe et pour mettre en place les bons plans d'action.
Et en fait, les uns s'alimentent avec les autres et c'est ce qui nous permet d'être vraiment. Après, la prochaine étape, c'est comment on est encore meilleur dans la façon de prévoir le business. La prédiction, c'est un de nos futurs challenges. C'était l'un des thèmes de notre dernier épisode de la saison précédente, la prédictibilité de sa machine de vente, mais je pense qu'effectivement, pouvoir prendre du recul sur toute la data que à la fois vous pouvez générer, mais qui va arriver, ça permet de prévoir les dynamiques dont on parlait un peu plus tôt et que vous arrivez à dominer justement, et dont vous pouvez profiter grâce à ça. En parlant d'automatisation, dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années, est-ce que vous en avez qui vous ont fait gagner en efficacité ou en temps ? Je ne sais pas si on peut parler d'automatisation, mais je suis régulièrement sur les bureaux, dans les bureaux avec mes équipes, c'est-à-dire que j'ai un bureau ouvert, j'ai pas un bureau, j'ai ce que j'appelle une salle de direction, où ils viennent, ils sortent, ils s'installent, etc. Donc s'il y a quelqu'un dans mon bureau, je m'assois à côté, etc. Et ce que je leur dis tous les jours, c'est pas un outil, je leur dis, mais parlez-vous, échangez, et arrêtez de vous envoyer des Teams, et arrêtez de vous envoyer des mails. C'est-à-dire que si au bout de 2 fois, vous n'avez toujours pas trouvé la solution, vous vous levez et vous allez vous parler. Et donc, ça, c'est, je pense, le meilleur outil pour aller plus vite, pour industrialiser, c'est de parler. Et c'est le piège avec un peu le télétravail, le développement des Teams, des bots. Ben en fait, à un moment donné, ils sont comme ça. Parfois, ils font des réunions par Teams, ils sont l'un en face de l'autre, ça devient ridicule. Et donc, c'est vraiment ça, moi, c'est la force de l'humain. Et d'être la proximité des équipes qui permet d'aller toujours plus vite. En fait, l'émulation en personne va permettre de pouvoir faire ruisseler peut-être les bonnes pratiques de chacun. Et interdirection. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative ? Je crois qu'on avait un tout petit peu évoqué le sujet en préparant le podcast. Et je pense que vous utilisez déjà de l'IA dans les chatbots de la relation client qu'on évoquait depuis un certain moment. Est-ce que vous utilisez les nouvelles formes d'IA, donc très à la mode, comme par exemple ChatGPT ? Oui, qui n'utilise pas ça en ce moment, même par curiosité. Après, aujourd'hui, on reste quand même très vigilant parce que il faut faire attention à toutes ces nouvelles technologies, les utiliser correctement et d'avoir... ça va pas remplacer les humains, mais ça va permettre effectivement d'industrialiser. On l'utilise, nous, à la direction commerciale, on commence à l'utiliser pour tout ce qui est traduction, parce qu'on a nos sites européens, mais derrière, on a des personnes natives qui regardent si la traduction, elle est pertinente et cohérente, parce que il faut que ça soit géré derrière et que ça vienne pas faire des contresens, tout ça. Donc on commence à l'utiliser, on regarde bien entendu, mais on est très vigilant sur ce qu'on peut en faire aussi. Est-ce que tu sais comment tes commerciaux l'utilisent à titre personnel, si c'est pour travailler la répétabilité des mails qui sont peut-être plus performants, plus impactants ? Est-ce que c'est pour travailler des process ou des modèles pour mieux remplir leur reporting de call? Est-ce que tu sais dans quelle mesure ils peuvent l'exploiter? Non, et je pense qu'ils ne le disent pas complètement encore. C'est leur petit secret à eux pour l'instant. Abordons vraiment la toute dernière partie de notre podcast que j'appelle les conseils de fin qui sont un petit peu plus personnels. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? On parlait un peu de ton expérience tout à l'heure chez Solocal, tu as évoqué aussi SFA. Est-ce que tu as un meilleur conseil qui t'a marqué et qui reste avec toi ? Moi, j'ai une chance, c'est vraiment une chance. J'ai toujours eu des chefs, des directeurs qui m'ont inspirée, pour qui j'ai toujours pris plaisir à travailler et avec qui j'ai toujours eu des très bonnes relations et que je revois. J'ai déjeuné la semaine dernière avec mon ancien DG de chez Solocal. Je revois le DG de SFR régulièrement, celui de showroom privé aussi. J'ai vraiment cette chance d'avoir rencontré des boss qui m'ont donné envie de faire ce métier-là, qui m'ont pas forcément donné des conseils, mais qui m'ont inspiré. Et voilà. Après, le conseil, c'est à un moment donné, effectivement, je pense que j'étais celle qui travaillait toujours un peu plus, mais parce que je prenais plaisir à ce que je faisais, donc c'était chouette. C'est ça le conseil, c'est de prendre plaisir. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la commerciale que tu étais quand tu as commencé dans la vente ? Peut-être que tu as oublié de prendre du plaisir au début, justement, dans tes activités du quotidien, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de renvoyer en conseil ?
Alors, non, quand j'ai commencé à faire du commerce, c'était ce que je te disais, c'était les grands temps du marketing. Le Graal était d'être chef de produit quand on faisait une école de commerce. Et en fait, je me disais, non, mais je peux pas faire du commerce, j'avais envie d'aller sur le terrain, j'avais envie d'aller dans les magasins, j'étais fan de comprendre comment marchait toute l'implantation dans une grande surface alimentaire, c'était quelque chose qui me plaisait, j'adorais regarder ça pendant des heures, etc. Et en même temps, je me disais, non, faut faire du marketing. Donc, ce que je me dirais, fais-toi confiance, avance et tu vas y arriver. Et c'est ce que je dis à mes enfants aussi aujourd'hui. En fait, peut-être la meilleure variété d'interaction, elle se situait peut-être dans les métiers de la vente, et c'était ça le plus plaisant à la fin. Dernière question, est-ce que tu as des références culturelles comme des livres ou même maintenant je l'insère des œuvres audiovisuelles à recommander aux directeurs commerciaux qui nous écoutent? Alors, non, parce que je vais faire un peu une réponse de Normande, mais je lis beaucoup de trop peut-être parce que je mange les livres. Par contre, donc j'en ai pas à recommander. Je lis plein de choses différentes, ce qui vient un peu me nourrir. Que ce soit des romans, des biographies, des livres économiques, etc. Et dès qu'on me parle d'un livre, je vais l'acheter et je le lis. Et je finis toujours, même s'il y a des trucs que j'aime moyen. Et donc non, c'est de rester... le conseil, c'est de rester ouvert et de se nourrir des autres. Moi, c'est ce que j'adore. Et en termes d'actualité business, pour justement continuer à connaître et avoir ton assertivité sur tout l'écosystème dans lequel tu peux évoluer des énormes comptes, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des conseils de médias, de ressources que tu suis au quotidien? Je sais pas, Challenge, est-ce que tu vas écouter France Inter tous les matins ou des choses comme ça? Alors, je n'écoute pas les informations parce que ça a une tendance le matin quand je pars, j'ai besoin d'être dans ma bulle et de me mettre, et le soir quand je rentre, c'est pareil. Je pense que l'actualité n'est pas toujours très agréable. Non, par contre, je lis beaucoup d'articles. Je suis curieuse de ça. Quand j'en vois passer, je lis. Je suis abonnée à plein de newsletters, que ce soit dans mon domaine ou pas. Sur LinkedIn, je trouve que LinkedIn aujourd'hui est un outil aussi pour s'alimenter, pour lire des choses qui sont poussées naturellement ou par d'autres biais. J'essaye d'aller à des conférences, à des salons, vraiment de m'ouvrir un maximum. Mais je ne lis pas que des choses sur la direction commerciale et que des choses sur le tourisme. Loin de là. On en parlait, tu mangeais des livres que tu n'abandonnes même pas la moitié, même s'ils sont pas excellents. Merci pour cette dernière réponse, pour ces sujets un petit peu moins sérieux que tout à l'heure, parce que tu nous as donné des excellents conseils. On a parlé d'union, on a parlé de pérenniser sa force de vente, on a parlé de faire ruisseler les bonnes pratiques et bien sûr de nouer des partenariats à grands comptes. Donc merci beaucoup Julia pour tous tes conseils. Je voulais rappeler à nos auditeurs, après ce premier épisode de notre 7e saison, que vous pouvez nous mettre un avis si vous êtes sur Spotify et Apple Podcast et une note 5 étoiles, s'il vous plaît. Et je voulais terminer en te remerciant une dernière fois. Merci d'avoir participé à ce premier épisode et vive la vente!